J'aime ça, la chose municipale. Je trouve ça intéressant. Je peux juste pas m'empêcher d'en parler. Mais vouloir comprendre la chose municipale, ça, c'est complexe. Ça peut ressembler à un cube Rubik. Ça a plusieurs facettes, des couleurs, des milliards d'agencements. Plus je m'y intéresse, plus j'ai envie d'en savoir et d'en parler aussi avec des gens. Dans cette série de balados, on parle du qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi de la chose. Ici Corinna Bastiani et bienvenue dans la chose municipale. L'action municipale peut-elle être la voie d'une plus grande prospérité? La chose municipale peut-elle intervenir pour augmenter l'entrepreneuriat dans nos communautés? Peut-on offrir plus aux citoyens sans dépenser davantage? Mon invité, Guillaume Lavoie, répond oui à ces questions. Guillaume a été conseiller municipal à Montréal. Il a été consultant auprès des secteurs publics, privés et associatifs au Canada et à l'international. Vulgarisateur de talent, entrepreneur social engagé, je suis impatiente de vous partager cette conversation. Guillaume Lavoie est depuis longtemps une référence en matière de politique publique et de système économique tourné vers l'avenir et j'ai la chance de lui parler aujourd'hui. Guillaume, bonjour. Bonjour, Corinna. Tu sembles convaincu que nous sommes en pleine révolution économique. Est-ce que je me trompe? On pourrait certainement dire ça lorsqu'on regarde des choses qui sont profondément anciennes, mais qui prennent une ampleur tellement importante aujourd'hui. Je fais référence à l'économie circulaire et collaborative, qui est véritablement en train de révolutionner nos vies, nos économies, mais particulièrement les villes, parce qu'elles donnent encore une ampleur insoupçonnée jusqu'à maintenant. Mais tu es un expert de plus en plus en vue sur l'économie collaborative. Tu as développé d'ailleurs un premier cours au Canada sur le sujet. C'est quoi l'économie collaborative, Guillaume? C'est la question à 1 million, mais... Oui! Il y a 3 piliers fondamentaux pour être capable de comprendre l'économie collaborative. Okay. Alors, le premier des piliers, c'est pas de faire plus avec moins, c'est de faire plus avec ce qui existe déjà. C'est-à-dire de piger dans ce qu'on appelle la capacité excédentaire. L'exemple parfait, c'est la voiture stationnée devant chez vous, qui est la deuxième dépense en importance pour les ménages, mais qui ne bouge que 5% du temps. C'est donc à dire que cette voiture-là n'offre aucun rendement, aucune utilité, n'a aucune raison d'être pour 95% du temps. C'est donc là une capacité excédentaire. C'est même pire que ça. Lorsque vous êtes dedans, la plupart du temps, vous êtes seul, vous transportez 3 sièges vides. Eh bien, ces sièges-là de capacité excédentaire, savez-vous combien il y en a au Québec? À chaque journée, il y en a 25 millions. 25 millions par jour? Par jour. Et là, je ne parle pas de l'autobus ou du métro, ou de ma voiture, votre voiture, les voitures personnelles. Si je prends que la grande région de Montréal, c'est 15 millions de sièges de voitures vides en mouvement tous les jours. Alors, dans des villes ou des régions, disons, semi-éloignées, le véritable potentiel de transport collectif, c'est pas de rajouter des autobus, c'est d'aller piger dans ce réservoir extraordinaire qui est celui-là. On pourrait ajouter maintenant les espaces de stationnement, les espaces de bureaux qui sont très peu utilisés en pourcentage, vos outils, les jouets d'enfants, tout ce que vous possédez, est-ce qu'il est utilisé profondément? Alors, c'est vraiment ce qu'on veut dire par l'utilisation de la capacité excédentaire. C'est notre premier des 3 piliers. Deuxième pilier, c'est le divorce entre l'utilisateur et le propriétaire. Dans le monde de l'économie traditionnelle, la manière la plus simple, la plus évidente, la plus immédiate, la meilleure garantie d'avoir accès à un actif, c'est d'en être le propriétaire. Exemple, l'échelle derrière votre remise. Mais à partir du moment où je la divorce de l'utilisateur, ça me permet le pont logique entre les 2 premiers piliers, c'est-à-dire que dans le monde de l'économie collaborative, je peux très facilement utiliser quelque chose, y avoir accès dans un caractère immédiat et simple, sans nécessairement avoir besoin d'en être le propriétaire. Et ensuite, le troisième des derniers piliers, qui est celui où le choc est le plus brutal, voire violent, avec l'écosystème des politiques publiques, de la réglementation municipale, entre autres, c'est celui de l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde peut offrir un service, pratiquer une activité, se mettre à offrir des actifs, parce
que ça lui chante ce matin-là pour une durée qui lui plaira à lui. Et là, le monde de l'économie traditionnelle, c'est un monde où des actifs sont dédiés à des fonctions propres sur le long terme. Dans le monde de l'économie collaborative, n'importe quel joueur peut utiliser un actif de manière professionnelle à un moment ou à un autre. Et ça, c'est une extraordinaire transformation qui est un choc presque irréconciliable avec la manière dont on pense les municipalités, dont l'autorité fondamentale, le genre 316 de l'autorité municipale, c'est le zonage. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que le zonage? C'est de dire ce pied carré-là, il est, exemple, commercial. Mais quand on dit c'est l'usage, commercial, c'est l'usage, en fait. Exactement, on a des usages exclusifs. Ouais. Parce que dire que c'est commercial, c'est en même temps dire que ce n'est pas industriel, que ce n'est pas résidentiel, que ce n'est pas institutionnel. Dans le monde de l'économie collaborative, on dit tout ça doit pouvoir changer selon la notion du moment, selon les besoins. Par exemple, votre stationnement d'entrée de garage, votre driveway, pourquoi il ne pourrait pas servir de stationnement pour Pierre-Jean-Jacques quand vous n'y êtes pas? C'est pas un peu comme monétiser le bon voisinage? Ça peut être monétiser le bon voisinage. Je vais vous donner un exemple ultime. Par exemple, Airbnb, c'est-à-dire la commercialisation des appartements qui ne sont pas utilisés à certains moments. Mm-hmm. Ça existe, mais son pendant sans but lucratif existe depuis bien plus longtemps, c'est Couchsurfing. Alors, et ça, c'est une notion importante. Toutes les pratiques et manifestations d'économie collaborative peuvent exister en mode lucratif ou en mode non lucratif. Ils peuvent exister en mode de propriété privée ou en mode coopératif. C'est comme le commerce de l'argent. Ça peut exister dans une banque, comme ça peut exister dans une caisse pop. Alors, la seule différence, c'est lorsque vous mettez de l'argent dans le mélange, l'usage tend à augmenter de manière importante. Bien, tu parles beaucoup d'intensifier, en fait, l'usage des actifs. Mais concrètement, là, comment augmenter l'utilisation comme de ce potentiel-là existant dans les villes? Comment on le fait? Comment on le concrétise? Bien, habituellement, ça prend trois choses. Ça prend une espèce de plateforme générale. Ces choses-là existent de plus en plus. Vous avez, par exemple, et je dis souvent le Airbnb de quelque chose, mais maintenant, ça peut être n'importe quelle compagnie. Là. C'est comme Kleenex ou Frigidaire. Mm-hmm. Vous avez le Airbnb de la piscine. Ouais. Vous avez le Airbnb de l'espace de stationnement. Et ça, c'est très important parce que chaque espace de stationnement qui est partagé enlève de la pression pour en construire davantage. Ouais. Et c'est pour ça que l'économie collaborative, en économie pure, ça s'appelle la productivité, puis en pensée environnementale, ça s'appelle du développement durable. Mm-hmm. Parce que si je fais plus avec les ressources qui existent, j'économiserai des ressources que je n'aurai pas besoin de mobiliser. Une voiture qui tourne 2 fois plus ne nécessite pas 2 fois plus de fer, d'aluminium, de cuivre et autres. Puis, du coup, d'appliquer ces principes-là, ça développe l'entrepreneuriat dans un milieu? Beaucoup. Souvent, je dis que l'économie collaborative, c'est la recette d'une société plus productive, plus durable et plus entrepreneuriale, que ce soit à but lucratif ou non. Un autre exemple, c'est d'ailleurs les plus grands experts d'économie collaborative, c'est les enfants de 5 ans. Parce que les enfants de 5 ans ont encore le talent merveilleux de voir les choses sur la base de ce qu'elles peuvent faire, pas sur la base de ce à quoi elles sont supposées servir. Ouais. Et ça représente des freins mentaux qui se chiffrent en millions. Je vais vous donner l'exemple ultime qui, pour moi, est le plus fâchant. C'est un centre communautaire, qui est une vocation municipale tout à fait honorable, dont on a besoin, et une école primaire. Il faut être fichtrement riche ou vraiment manquer d'imagination pour se payer un et l'autre. Parce que lorsque je les regarde sur la base des actifs purs, qu'est-ce qu'une école primaire? C'est une grande salle, des petites salles, un gymnase. Qu'est-ce qu'un centre communautaire? C'est une grande salle, des petites salles et un gymnase. Alors, on devrait construire un bâtiment municipal qui a comme vocation pendant la période scolaire d'être une école et qui a comme vocation hors des temps scolaires d'être un bâtiment municipal. Tu brises les silos un peu des compétences gouvernementales. Là. Il y a des... Et c'est là où le plus grand frein au développement
des pratiques collaboratives et de la réflexion collaborative, ce ne sont pas des freins technologiques, ce ne sont pas des freins financiers, ce sont des freins culturels et réglementaires. Et c'est dans le municipal où le défi est le plus grand, parce que le municipal, ça fait des milliers d'années qu'il réfléchit sur la base du zonage, c'est-à-dire de l'usage exclusif, unique et prédéterminé. Être capable de casser ça sans dire, c'est pas une thèse libertarienne, qu'il faut abandonner la réglementation. Il faut être capable de la réfléchir dans une réglementation qui change selon les besoins que la communauté va avoir. Et ça, c'est la transformation que le monde municipal peut faire ou lamentablement échouer. Puis tu penses que ça peut vraiment apporter une prospérité à nos municipalités, à nos régions? Oui, je pense que ça revient, je vais vous dire par exemple, je vais pousser plus loin, l'autopartage dans des municipalités ou des régions de plus petite taille. Oui. Vous n'en aurez jamais, évidemment, parce qu'il n'y a pas assez de volume. Ça se comprend, tout ça. Mais qui est un méga utilisateur d'une voiture publique? C'est la ville. Mm-hmm. Alors, imaginez une ville qui dise, au lieu d'acheter un véhicule de plus, je vais contacter Car2Go ou Communauto ou une entreprise du genre et dire, venez dans ma région, venez dans ma ville, venez dans mon village. Moi, comme municipalité, je serai un utilisateur de 3 à 4 000 heures par année. Et lorsque mes employés ne l'utilisent pas, ben, elle sera à la disposition des citoyens qui s'adonnent à être les moments, les soirs, les fins de semaine, les vacances, où mes citoyens en ont le plus besoin. Ouais. Donc, les villes, de par leur propre action, propres opérations, peuvent être des catalysatrices de l'utilisation des pratiques collaboratives à moindre coût en plus. Mm-hmm. Alors ça peut être extraordinairement intéressant que l'action municipale, pour ses propres besoins, devienne une ouverture pour plus de services offerts à ses citoyens, parce qu'à la fin, quand on dit la voiture de la ville, c'est une voiture qui appartient aux citoyens. Ils l'ont déjà payée. Oui, à la communauté. Alors, oui, elle est payée par la communauté, mais elle n'est utilisée que par quelques-uns. Oui. Alors, l'idée, c'est pas ici de priver la ville d'une voiture, c'est de dire, lorsque la ville, qui deviendrait ici le premier utilisateur, ne l'utilise pas, conviendrez avec moi que c'est un peu une gaspille de la mettre au clos de voirie puis d'attendre que quelqu'un en ait besoin. Oh, oui. Mais il y a aussi toute une notion de zonage, comme tu disais tantôt. Tu as d'ailleurs rédigé et présenté le premier règlement municipal au Canada sur le partage des espaces privés. Il en faudrait plusieurs comme celui-là, tu penses? Il y a des gros travaux à faire sur le zonage. Bien, gigantesque. Et l'idée ici, c'est pas d'abandonner le zonage. Par exemple, prenons le projet pilote que j'avais lancé à l'époque, qui, je pense, reste toujours une bonne piste de réflexion. C'est de dire que on crée un usage complémentaire. Qu'est-ce qu'un usage complémentaire? C'est un usage dont la pratique ne rend pas caduque l'usage premier. Alors, prenez par exemple l'entreposage. Au lieu d'avoir des prisons pour nos boîtes vides le long des autoroutes, dans des énormes constructions de béton, qui ne sont pas exactement le nirvana de l'environnement, qu'est-ce que vous avez besoin pour entreposer une boîte d'un pied cube? Un pied cube. Non. Et des pieds cubes vides, il y en a dans les garages et les sous-sols de la nation. Oh oui. Alors, ça fonctionne si c'est un espace restreint qui ne rend pas inhabitable une maison, c'est-à-dire qui permet toujours son usage premier, qui est résidentiel. Oui. Voilà des opportunités gigantesques. C'est une mixité de zonage, en fait. C'est une flexibilité là, que tu proposes. C'est-à-dire que le zonage va varier en fonction de l'heure de la journée ou du moment. Oui. On peut recevoir à souper, par exemple, Oui, vous avez le Airbnb du souper presque parfait. Oui. Et il y a toujours l'idée que si on fait ça, ça va nuire au commerce local. C'est faux, c'est un produit différent. Ça permet de répondre à la période de pointe. Mm-hmm. On peut imaginer qu'à Sorel, il y a moins de touristes au milieu février pour aller manger chez Mme Tartampion que dans un beau mois d'été. Mm-hmm. Mais on ne va pas l'ouvrir, le restaurant d'Extra, pour le beau mois d'été. Même si on aurait la clientèle parce que personne ne va investir dans un actif à l'année pour faire que 2 semaines payantes. Oui. Alors, c'est ça qui permet d'éviter ce que j'appelle l'approche Walmart. Walmart, lorsqu'il réfléchit à construire son stationnement, il se dit, combien j'ai de gens ici le 24 décembre? Sa période de pointe. Et on essaie de tout construire pour la période de pointe. Mais c'est un peu
une dépense folle parce que je pourrais construire un stationnement moitié moins grand et pour la période de pointe, faire affaire avec les stationnements environnants. Mhm. Ils ne sont pas utilisés à ce moment-là. Alors, c'est une approche qui permet d'économiser des sous, de sauver des ressources. Et ça, donc, ça m'apparaît qu'on parle de productivité, de développement durable, d'entrepreneuriat. Faut Trois axes sur lesquels on peut travailler. Il faut quand même des indicateurs de performance là, dans tout ça. Il faut avoir des suivis serrés. Là. Oui, mais il n'y a pas... évidemment, tout dépend toujours de quoi on parle. Ouais. Une bonne approche, c'est ce que j'appelle encadrer afin de mieux permettre. Puis il y a comme trois choses dans cette idée-là. D'abord, de reconnaître qu'il est impossible d'encadrer ce qu'on n'est pas prêt à permettre. Ouais. Ensuite, à l'inverse, il serait irresponsable de permettre ce qu'on n'est pas capable d'encadrer. Oui. Et d'ailleurs, je trouve triste le virage de plusieurs municipalités qui se relancent sur la vertu du bien senti pour interdire les Airbnb de ce monde, alors qu'ils n'ont absolument pas les moyens de mettre en œuvre leur réglementation. Oui, mais... C'est comme je dis aux gens, ça m'impressionne. Si François Legault disait « Je veux interdire les tempêtes de neige au mois d'avril », je lui dirais « Ce n'est pas possible. La météo, c'est fédéral. » Oui, mais il y a comme... c'est comme si le Airbnb faisait peur au logement, carrément, là, parce qu'on est aussi en pleine crise de logement un peu partout en province. Là, donc, Alors, faisons la part des choses. C'est ça. Et la loi, et j'ai collaboré à l'écriture de cette loi-là, et je suis d'accord que le péril le plus grand, il y a énormément d'avantages à avoir, appelons ça les Airbnb, là, parce qu'il y a un paquet de plateformes qui offrent ça. Oui. Ça permet de répondre à des périodes de pointe touristiques, d'avoir des festivals l'été qui exigent une capacité d'accueil qu'on n'aurait pas autrement. Il y a plein d'avantages. Mais le péril le plus grand, le plus grave, c'est ce que j'appelle la prédation sur le parc d'habitation. Oh, oui. C'est-à-dire, j'avais des gens qui y vivaient, puis je les mets dehors pour en faire des unités de logement court terme. Voilà qui est très grave. Mais ceci n'est vrai que si c'est pas l'endroit où j'habite d'habitude. Exact. Ce n'est plus Quand d'économie je loue ma collaborative. maison à moi, ouais. Alors c'est là où il faut comprendre ces distinctions-là. Ouais. Et c'est pour ça que la loi repose sur ce que moi j'ai appelé le test de la brosse à dents. Ah? C'est-à-dire, est-ce que c'est là où votre brosse à dents est d'habitude? Si oui, eh bien, ça devrait être permis relativement facilement. Tout le monde s'inscrit, ça prend 10 minutes. On paie nos taxes qui vont avec ça. Si moi, je vous loue ma maison, je me mets pas dehors moi-même. C'est parce que je suis en vacances ailleurs. C'est ça, c'est la notion de résidence principale, en fait. Exactement, mais qui n'existe pas dans le monde municipal. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de règlements à modifier. Ça, il faut le savoir. Le monde municipal au Québec ne peut pas déterminer qu'est-ce que la résidence principale. Cette information-là n'existe uniquement au niveau du gouvernement provincial. Ouais. Maintenant, si c'est pas là où votre brosse à dents est d'habitude, eh bien, ça, c'est une résidence secondaire et ce sera permis si et seulement si la municipalité est d'accord. Voici l'essence de la loi québécoise. Maintenant, si les villes comprennent ça, ça est merveilleux. Oui. Et si les villes s'entêtent à dire, je vais le zoner pour interdire ça dans certaines rues ou autres, sur toutes circonstances. Ça devient contraignant. Oui, mais bonne chance pour le contrôler. Ouais. Parce que vous n'aurez jamais les moyens de le faire. Ouais. Alors, voter du feel-good policy, ça ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, c'est pas seulement dans les grandes municipalités là, que l'économie collaborative peut être bénéfique. Là. On parle aussi de petites municipalités, de petites communautés là, où on peut relancer une économie. Ah, absolument. C'est un grand mythe que c'est une affaire de grande ville. D'ailleurs, je vous dirais que un des ingrédients secrets dans la sauce de l'économie collaborative, c'est des petits ensembles. Parce que la confiance et la rétroaction est plus forte. Par exemple, moi, j'ai grandi route rurale numéro 4 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout le monde se connaissait. Mal agir, ça a des impacts sociaux importants. Dans les grandes villes, les gens sont très anonymes, ce qui favorise ou libère une mauvaise action. Alors, les petites communautés sont bien mieux préparées, bien mieux disposées à mettre en œuvre des pratiques collaboratives à tous les niveaux que les très, très grands ensembles. Des pratiques collaboratives qui augmentent la richesse collective. C'est l'idée. C'est-à-dire, avant, on se définissait « je suis ce que j'ai » ou ce que je possède. Maintenant, on se définit « je suis ce à quoi j'ai accès ». Imaginez si je vais vivre à Sorel.
Et On que aimerait parce ça. que je suis un citoyen de Sorel, Oui. j'ai accès, bien sûr, aux livres de la bibliothèque de Sorel. Mais il y a une extension dans la bibliothèque qui s'appellerait la bibliothèque d'outils de Sorel. Ouais. Combien de fois ai-je vraiment besoin d'une sableuse électrique, Mhm. d'une perceuse électrique? Imaginez si, parce que je suis citoyen de cette ville-là, j'ai accès à des outils, à un canot, à une échelle, à un escabeau, à un Qu'on kit de peinture. qu'on a parfois chez nous, puis qu'on utilise en pourcentage très peu, là. C'est ce que tu disais tantôt, là. Absolument. D'ailleurs, si vous voulez vous fouetter ou vous décourager, c'est selon, regardez chez vous, faites un 180 degrés avec les yeux, 85% de ce que vous allez voir, vous l'utilisez moins d'une fois par mois. Mhm. Donc, nous possédons énormément de choses qui sont massivement sous-utilisées. Alors, la mise en commun de ces périodes de non-utilisation-là, c'est l'enrichissement collectif. C'est pour ça que l'économie collaborative, c'est du capitalisme de gauche ou du socialisme de droite. C'est là où ça devient très intéressant. Oui, oui, oui. Puis l'élément déclencheur pour le mettre en œuvre? Je vous dirais que c'est peut-être de commencer par quelque chose de simple. Je dis beaucoup, moi, qu'il est mieux de commencer par une petite victoire qu'une grosse défaite, pour se donner ensemble les moyens de célébrer notre victoire et sur la base de cette confiance-là, d'aller de l'avant. Un classique, c'est la bibliothèque d'outils, qui est très facile, qui est très appréciable. Et on commence par les outils non mécaniques, le matériel de jardinage, un échafaudage pour peinturer, quelques grands escabeaux, des trucs comme ça. Et là, déjà, ça change l'approche. Ensuite, on peut dire, il y a des applications, une application d'ailleurs qui vient d'être lancée au Québec, qui s'appelle le Partage Club, qui permet d'être une espèce de grand bazar de choses qui restent dans votre garage. Vous êtes toujours propriétaire, mais vous dites, bon, mais si quelqu'un voulait emprunter une brouette, je veux savoir qui, un genre de super marketplace local. Mais moi, j'ai une bétonneuse. J'ai une bétonneuse, là, je pense que je vais partir ça avec ça. Sérieusement? Alors, allez voir le Partage Club. Oui. Ça, c'est véritablement le genre d'entreprise dont nos communautés ont besoin. Mais malgré tous les changements, parce qu'on vit quand même une ère de bouleversement économique là, avec la pandémie, avec tout ce qui se déroule là, autour de nous, tu es optimiste face à l'avenir? Oui, beaucoup. Évidemment, il y a toujours des retards. Les retards sont institutionnels, législatifs, réglementaires. Mais là-dessus, il y a une normalité. D'ailleurs, dans l'histoire du monde, le socio-économique a toujours été en avance du politico-légal. C'est normal qu'il y ait ce retard-là. La grande question, c'est combien long sera le retard? Ouais. Et là-dessus, des fois, le Québec est bon, mais plus souvent qu'autrement, et plus en retard que la moyenne, surtout dans le monde municipal. Alors, il y a de cette espèce de révolution de la réglementation, des pratiques, et les mots-clés ici, pour se donner le droit d'essayer, c'est projet pilote. La petite victoire est beaucoup plus rentable que la grosse défaite. Donc, le projet pilote, il faut qu'il provienne de la chose municipale, là, des MRC ou des municipalités. Là. On peut pas attendre. C'est certainement une chose. Et on ne fait pas d'économie collaborative, ou peut-être certains le font par courbaillisme, là, parce que c'est gentil. On en fait d'abord et avant tout parce qu'il y a des incitatifs économiques importants. Oui. Je reviens, c'est pas faire plus avec moins, c'est faire plus avec ce qui existe déjà. Oui. Imaginez offrir plus à vos citoyens sans dépenser un seul sou davantage. Ou être capable de faire des économies sans que ça ait aucun impact sur les services que vous offrez. C'est un peu revenir à l'ère du partage. Je pense que je t'ai déjà entendu le dire dans une conférence, là, à l'ère de nos grands-parents, là, quelque part, mais en le mettant beaucoup. En mode moderne. C'est d'amener à l'avant-scène l'approche du perron d'église, une plateforme où on peut se parler. D'ailleurs, le perron d'église d'aujourd'hui, c'est la plateforme en ligne. Oui. C'est exactement la même chose. Tout à fait. Et la rétroaction, les fameuses étoiles que les gens se donnent, ben ça, c'est comme quand moi, j'étais petit, puis les gens disaient « T'es un petit acquis, toi. » Oui. Identifiant comme ça, on disait « Bon, ben ça, c'est quelqu'un de fiable et d'honnête. Oui. » Et moi, je vous connais pas, mais je connais votre réputation. Et sur la base de la réputation qui vous a été donnée par la collectivité à laquelle j'appartiens, j'accepte de faire des choses avec vous.
Alors, ça nous rapproche comme communauté également. Mais en tout cas, Guillaume, tu nous permets d'espérer de belles communautés vivantes. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous. J'espère que tu vas venir donner une conférence par chez nous bientôt. Ça sera avec grand plaisir. À bientôt. Merci. Guillaume nous propose de mettre en action des révolutions économiques dans nos communautés. Faire plus avec ce qui existe déjà, voir les choses sur la base de ce qu'elles peuvent faire, c'est inspirant et assurément des moyens actuels qui offrent un avenir prometteur. Oui, il faut briser des silos, permettre l'apparition de projets pilotes et instaurer des flexibilités réglementaires. Mais comme il le dit si bien, vaut mieux de petites victoires économiques que de grosses défaites. Merci d'écouter, de partager, de me contacter. Je vous invite à me suivre, à aimer la page Facebook Corina et la chose municipale et à visiter le www.corina.buzz.